Salut, j'espère que vous allez bien. Ma vidéo d'aujourd'hui va être particulière parce que récemment, j'ai témoigné dans un procès pour meurtre et j'avais envie de vous partager mon expérience dans ce processus-là que j'ai trouvé très difficile. Et tout ça m'a apporté à une réflexion, puis ça m'a donné envie aussi de vous partager deux autres histoires de meurtre qui ont touché ces dernières années des gens près de moi. Donc, je vais commencer par l'histoire de Pascal Aymon. Pascal, je le connaissais depuis que j'avais 16 ans. En fait, c'était le cousin de mon ex-conjoint, le père de mes premiers enfants, avec lequel j'ai été pendant 10 ans. Donc, Pascal, c'était plus qu'un cousin là, pour mon ex. C'était presque un frère et c'était même un ami qui a gardé tout le long de sa vie adulte. Et en 2014, Pascal Aymon avait 36 ans. Il était le père de trois enfants, trois jeunes enfants. Et un soir, vers minuit, il y a un ou des individus qui se sont rendus à son domicile et qui l'ont assassiné d'une balle. Et jusqu'à aujourd'hui, le meurtre de Pascal est toujours irrésolu. Il n'y a personne qui a payé pour lui avoir enlevé la vie. Pascal était quand même quelqu'un qui était connu depuis plusieurs années pour être, comment je vous dirais bien ça, il était un peu dans le monde criminel, c'était pas un gros caïd, là, mais c'est quelqu'un qui avait toujours vendu de la drogue, là, même à 15-16 ans, Pascal, il y avait de la drogue à vendre. Donc, je sais pas si c'est pour ça, nous, la famille pense que c'est parce que pour la police, c'est juste comme un petit truand qui s'est fait assassiner, mais j'ose espérer qu'il y a encore des enquêteurs qui vont rouvrir le dossier ou qui se penchent sur le meurtre de Pascal. Pascal, il vendait clairement de la drogue, là, oui, mais Pascal, c'était quelqu'un qui était beaucoup plus que ça. C'est quelqu'un qui était très, très généreux de sa personne. C'est quelqu'un qui avait ce talent-là de rentrer à quelque part puis de prendre tout l'espace, d'occuper la pièce par sa présence. Donc, peu importe ce qu'il faisait dans la vie, en fait, il faut juste pas oublier que il y a des enfants qui ont grandi sans leur père, puis il y a une mère, en fait, qui le pleure encore aujourd'hui. Et sa disparition, elle a quand même touché des gens. Il y a plusieurs personnes qui espèrent qu'un jour, la personne qui a tué Pascal Aymon va être arrêtée, qu'elle va payer de ses gestes. La deuxième histoire s'est passée, en fait, en octobre 2017. Moi, j'ai eu deux conjoints importants dans ma vie. J'ai eu le père de mes premiers enfants avec qui j'ai été pendant 10 ans et j'ai eu le père de mon dernier enfant. Et lui, le père de ma dernière fille, en fait, lui, il avait deux enfants quand je l'ai rencontré. Et il a été très longtemps aussi avec la mère de ses premiers enfants, de ses deux fils. Et un soir, on est couché, moi et lui, et on entend là, des sirènes de police à n'en plus finir. Et on se demande ce qui se passe. Et on se dit, mon Dieu, ça brasse à Valleyfield, c'est encore à Valleyfield. Et ce n'est que le lendemain qu'on réalise que tout ce branle-combat-là, c'est parce que le grand-père des enfants de mon conjoint, donc l'ancien beau-père de mon conjoint, a assassiné son ex-femme. Alain Castonguay avait 72 ans et Joanne Chaillé n'avait 65. Ce qu'il faut comprendre, eux avaient deux filles et avaient en tout quatre petits-enfants et une de leurs filles était enceinte. Et ce qu'il faut savoir aussi dans cette histoire-là, c'est que le couple était séparé depuis, si je ne me trompe pas, depuis 1999. Et ce n'est que récemment, là, dans la même année, qu'ils se sont retrouvés, qu'ils ont décidé de reformer un couple. Et Joanne Chaillé se disait sur les réseaux sociaux en amour, très heureuse. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu là que ma perception des meurtriers, parce que jusqu'à présent, moi, j'ai énormément d'empathie pour les victimes, vous le savez. Et j'ai comme compris que ça pouvait être très difficile de comprendre le geste d'un meurtrier quand on le connaît. Puis quand c'est la dernière personne qu'on aurait pensé qui aurait pu commettre un tel geste.
Je me souviens que quand c'est arrivé, mon ex-conjoint était complètement bouleversé. Il n'en revenait pas parce que tout le long qu'on était ensemble, il me parlait souvent de son ancien beau-père. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il me parlait de son ancien beau-père comme étant quelqu'un de très cultivé, de très calme, quelqu'un qui, qui levait jamais le ton après personne, quelqu'un qui était un cuisinier hors pair, quelqu'un qui aimait s'occuper de son jardin, comme le petit grand-père parfait pour ses enfants, en fait. Et parce que, alors, ça l'a énormément troublé. Il a essayé à chercher à comprendre pourquoi ça s'était passé. Et puis, en fait, encore là, c'est vers minuit, là, c'est le soir que les policiers ont été appelés à une résidence assez prestigieuse dans le secteur Grand-Île à Valleyfield. C'était une femme en détresse qui demandait de l'aide. Et quand les policiers sont arrivés sur les lieux, Alain Castonguay avait tiré ou a tiré à bout portant sur sa conjointe, Joanne Chaillé. Et il a aussi tiré sur les policiers qui étaient à l'extérieur. Donc, il y a eu une espèce il s'est barricadé. Là. Il a tenu les policiers en haleine un certain moment. Il a tiré sur 4 policiers et un des policiers a été assez gravement blessé. Donc, moi, c'est sûr que je le connaissais pas, mais c'est sûr que j'ai vu les enfants de mon conjoint être complètement atterrés. J'ai eu énormément une pensée pour l'ex aussi de mon conjoint qui a vu son père tuer sa mère. Donc, c'est assez troublant quand ça arrive. C'est un nombre de chocs dans une famille, on comprend pas. Et surtout quand selon notre perception, la perception de mon conjoint, c'est la dernière personne au monde qui aurait pensé qu'il pouvait commettre un tel geste. Donc, ça l'a vraiment bouleversé là, tous les membres. Imaginez même les filles du couple qui sont un peu pris entre leur amour envers leurs deux parents. Ça a été très difficile pour elles aussi. Donc, un mois auparavant, au mois de septembre 2017, il y a un dénommé Serge Shanks qui a disparu à Salaberry de Valleyfield. Il a été porté disparu le 17 septembre par une de ses filles. Serge Shanks avait 2 filles il a été porté disparu et les recherches ont quand même duré quelques jours. Et si je ne me trompe pas, c'est le 21 septembre ou ces alentours-là, en tout cas, que le corps de Serge Shanks a été retrouvé près du pont du chemin Larocque à Salaberry de Valleyfield. Et moi, je m'apprêtais à lancer mon premier roman. C'était le jour du lancement de mon roman. Et juste avant de partir pour mon lancement, je regarde sur Facebook et je réalise que un des clients, à cette époque-là, moi, j'avais une petite boutique d'antiquité. Et je réalise qu'un de mes clients que j'avais vu à quelques reprises et qui était venu me parler la fin de semaine d'avant, donc le 16 septembre, je réalise qu'il vient d'être arrêté pour meurtre. Et c'est là que très rapidement, j'additionne un peu les morceaux de notre conversation et c'est là que je comprends ce qui s'est passé. Je comprends que cette personne-là a probablement tué Serge Shanks dans les heures qui ont suivi sa visite, en tout cas, selon moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. C'est sûr que pour avoir témoigné là, dans le procès, j'ai aucune idée de ce qui a été dit avant et j'ai aucune idée de l'enquête. Et donc, je fais le lien que c'est pas normal la conversation qu'on a eue dans ma boutique et j'appelle les inspecteurs, les enquêteurs au crime majeur qui vont débarquer chez moi là, soit le lendemain ou le surlendemain. Ce que je peux vous dire, c'est que premièrement, quand des enquêteurs des crimes majeurs débarquent chez vous en partant, c'est très impressionnant. C'est des gens qui ont énormément de charisme, qui sont très intimidants, pas intimidants par leur personnalité ou pas intimidants par la façon de s'adresser à nous, mais sont très intimidants par leur prestance. T'sais. Donc, là, j'ai livré mon témoignage, mais moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on me rappelle ou qu'on me demande de témoigner, en fait. Et je me suis trompée. J'ai été pendant 3 ans là, en attente de témoigner.
Donc, pour vous résumer ça brièvement, il y avait Jonathan Lessard. Jonathan Lessard, c'est pendant que je vous fais, parce que moi, je fais pas de montage, donc mes notes, je vois pas très bien. Fait que c'est pour ça que des fois, j'y vais un peu de mémoire. Pour tout vous dire, c'est que Serge Shanks, lui, avait 55 ans. Et Jonathan Lessard était plus jeune que moi. Je vais vous écrire son âge tantôt. Mais c'était quelqu'un qui venait régulièrement à ma boutique. Puis c'est quelqu'un que j'ai aimé la première fois qu'il s'est présenté à ma boutique. Je l'ai trouvé très, très attachant. Je l'ai trouvé sympathique. Je l'ai trouvé charismatique. Et je trouvais que c'était le genre de gars qui scrape son potentiel. Le genre de gars là, qui pourrait bien, tu sais, qui pourrait bien être un bon travailleur, qui pourrait être une bonne personne, qui est intelligent, qui est beau, qui a du potentiel, mais qui, peu importe ce qu'il fait, peu importe toute la volonté du monde, finit toujours par se mettre les deux pieds dans le trouble. Donc, c'était un peu ça le rapport que j'avais avec Jonathan, de me dire, oh mon Dieu, c'est dommage dommage qu'un gars qui pourrait réussir sa vie s'arrange toujours pour se ramasser en prison, puis s'arrange tout le temps pour se mettre dans le trouble. La première fois que j'ai rencontré Jonathan à mon magasin, il revenait de l'Ouest canadien. Tu sais, ses affaires allaient bien, il avait de l'argent, puis tu sais, ça prouvait que c'était un gars qui était capable de travailler et puis de se faire une belle vie, en fait. Et pendant cette année-là, il est revenu à quelques reprises à ma boutique, mais chaque fois qu'il revenait, là, il était dans un état un petit peu plus désespéré. Il venait me voir pour me vendre des antiquités, pour me demander de les évaluer. Et bon, ça valait jamais rien, mais c'est pas le seul. Là. La plupart des clients qui viennent avec des antiquités dans une boutique d'antiquités sont persuadés qu'ils ont un trésor, puis souvent, ben, ça vaut rien. Donc, mais à chaque fois, on parlait juste, on échangeait un petit peu, puis tu sais, assez pour que je me dise tout le temps, tu sais, t'es le genre de gars qui, à 30 quelques ans, fait les mêmes niaiseries que tu devais faire à 19 ans, puis quand on va se recroiser, puis que tu vas avoir 50 ans, d'après moi, tu vas être encore à la même place. Puis moi, je trouvais ça dommage, je trouvais ça très triste que... Moi, je trouve ça triste, les êtres humains qui finissent tout le temps par se mettre dans le trouble, tu sais. Alors là, le 15 septembre 2017, Jonathan rentre dans mon magasin et très rapidement, il s'aperçoit que je suis très, très occupée. Et il me fait signe qu'il va revenir. Donc, je dis, OK, il n'y a pas de problème. Et le lendemain, ben, je suis toute seule au magasin et il arrive. Et puis, dès qu'il rentre dans la boutique, la première chose que je remarque, c'est à quel point il est beau, puis à quel point il est propre, puis qu'il est bien habillé, puis qu'il est soigné. Et là, je vais lui dire que, ben, je vais lui faire remarquer, en fait, que je le trouve donc bien beau, puis qu'il a donc bien de l'air bien. Et là, Jonathan va me dire que oui, il est bien, et que là, il sort de prison, ça fait pas longtemps, là, il a été faire un petit séjour en prison, et que là, il est décidé à prendre sa vie en main, et qu'il est décidé à plus jamais retourner en prison. Alors, quand il me dit ça, moi, je suis dans une période de ma vie où je suis super bien. On est à quelques jours de ma fête, quelques jours de mon premier lancement. Donc, je suis déjà dans un état hyper, la vie est belle, tout est possible, tout est merveilleux. Donc, lorsqu'il me raconte ça, je deviens extrêmement fière à outrance pour lui et extrêmement contente d'entendre ça. Un peu comme si c'était un de mes amis ou quelqu'un que j'aimais beaucoup qui me disait ça. Donc, je lui dis que je suis contente et que d'entendre ça, que ça me fait donc bien plaisir d'entendre ça. Et il me dit que lui aussi est très fier de lui et que là, il s'est trouvé un nouvel appartement pas loin de mon magasin et qu'il déménage dedans bientôt. Ensuite de ça, je lui dis ça, ben, je répète que je suis donc bien fière d'entendre ça. Et lui, il va me répondre que sa mère aussi est très fière de lui. Et quand il me dit ça, je suis profondément touchée d'entendre ça parce que moi, mes enfants, j'ai 3 enfants qui sont adultes. J'ai eu mes enfants très tôt, là, pour ceux qui se le demandent. Et je peux imaginer c'est quoi être une mère puis voir ton enfant toujours se mettre dans le trouble puis tu sais, pas aller au-delà de ce qu'il est capable, tu sais. Fait que quand il me dit ça, je me mets dans la peau de sa mère et je ressens comme la même fierté. Donc, je suis vraiment fière, tu sais. Et là, il va me dire que, là, j'ai dit qu'il ne mérite rien de moins dans la vie que de se prendre en main et d'avoir une belle vie. Alors là, Jonathan va me répondre que c'est clair qu'il ne mérite rien de moins qu'il est le Fils de Dieu. Donc là, ça reste comme ça. Là, je me dis, bon, OK, c'est particulier. C'est pas
C'est pas ce que j'avais en tête comme référence, mais c'est correct. Là, après ça, il va m'inviter à l'extérieur pour fumer une cigarette. Et là, on va avoir une conversation complètement spéciale. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que quelques jours, semaines avant, moi, j'ai commandé d'une pizzeria dans ma ville. Et j'ai eu une très mauvaise expérience. Et moi, normalement, je suis le genre de personne qui dit jamais rien, qui se plaint jamais. Mais quand que je me fâche ou je me plains, on dirait que je décroche plus. Tu sais, ça devient comme trop gros pour rien. Donc, cette fois-là, j'ai eu une espèce de conflit avec une pizzeria dans ma ville et j'ai envoyé un spotted sur Spotted Valleyfield avec un gros texte pour me plaindre. Puis là, ça l'a comme... ce spotted-là a comme fait boule de neige. Puis là, il y a eu comme beaucoup de chicanes en dessous de cette publication-là. Puis en tout cas, tu sais, je veux dire, une semaine plus tard, tout le monde se souvenait du spotted sur la pizzeria en question. Donc là, je sais pas comment ça vient le sujet, mais non, mais tout d'abord, Jonathan va me parler de sa soirée de la veille. Jonathan, je vais y redire encore à quel point il est beau. Jonathan va me dire, on va parler de ses vêtements et puis il va me parler exactement de sa soirée de la veille. Et puis là, tout d'un coup, il va me parler d'un de ses vieux chums, il va me parler de comment il a eu son chandail, qu'il a fait un échange. Et ensuite de ça, on va parler de chez Rose Pizza et lui, il va aborder le sujet où moi, un des deux va l'aborder à quel point qu'on déteste cette pizzeria-là. Et je vais le citer, il va dire Rose Pizza, c'est toutes des mangeux de merde. Je voulais pas dire c'était quoi la pizzeria, mais de toute façon, si vous faites une petite recherche avec le nom de la victime, vous allez voir qu'il travaillait là. Et moi, je vais dire que je suis amplement d'accord avec lui. Et puis là, je vais me lâcher lousse et je vais tout dire ce que je pense de cette pizzeria-là, puis à quel point que je trouve qu'ils ne méritent pas la notoriété qu'ils ont dans notre ville, qu'ils ne méritent pas que tous les citoyens tripent à ce point-là sur cette pizza. Bon, tu sais, vous pouvez imaginer là, la conversation, on m'a starté, on m'a parti, puis là, moi, je suis partie dans ma vendetta contre cette pizzeria-là. Mais Jonathan va avoir le même genre de discours, mais je pense qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Là. On ne parlait pas de la même chose puis de la même façon. Ensuite de ça, il va commencer à me dire qu'il est en mission contre cette pizzeria-là. Et moi, je vais répondre tout simplement, ben c'est bien ça, moi aussi. Parce que moi, dans ma tête, je suis aussi en mission. J'aurais pas utilisé ce terme-là, mais je vais le dire parce que lui, il va rajouter et j'ai déjà commencé. Puis moi, je vais dire, ben moi aussi, j'ai déjà commencé. Mais moi, je fais allusion au fait que j'ai envoyé un spotted. Puis que moi aussi, là, j'ai commencé, puis j'ai pas l'intention de m'arrêter. J'ai pas l'intention de me taire. Puis j'ai l'intention de continuer à dire à quel point je les aime pas. Donc là, après ça, Jonathan va faire une allusion au fait que c'est un samouraï. Là, moi, je vais comme rire parce que je comprends pas trop l'allusion du samouraï dans tout ça. Mais là, je me suis dit, c'est peut-être qu'il dit ça à cause qu'il dit le mot mission. Donc, tu sais, je laisse un peu passer ça. Et pas longtemps après, ils vont me dire qu'il est le fils de Satan. Donc là, moi, je vais lui dire, coudonc, tu te prends pas pour de la merde. Tantôt, t'étais le fils de Dieu, t'es un samouraï, et là, t'es le fils de Satan. Et puis là, on va changer de sujet, on va reparler encore à quel point qu'on n'aime pas la pizzeria. Là, il va me parler encore là, de sa soirée d'hier. Et ensuite de ça, bon, la conversation s'arrête un peu là. Et je retourne à l'intérieur et là, Jonathan, lui, il part sur son côté. Et pas longtemps après, il revient dans mon magasin, il ouvre la porte et il me dit « Hey, Mel, brûle ça! » Et il lance quelque chose dans mon magasin, mais moi, je vois pas c'est quoi. C'est une fois qu'il repart aussitôt. Donc, moi, je me mets à chercher c'est quoi qu'il a lancé dans mon magasin et c'est là que je vois qu'il a lancé, je retrouve un chandail de la pizzeria. Et là, je suis comme hyper confus parce que je comprends pas trop comment qu'on peut parler d'une pizzeria, qu'on peut parler d'un restaurant et que là, à tout hasard, la personne sort un chandail de cette pizzeria-là. Dans le fond, il le lance en me disant « brûle-le ». Mais je trouve la conversation très particulière, mais et très immature. On était comme deux enfants, deux adultes qui parlent d'un sujet complètement stupide, là. Je veux dire, dans la vie, c'est pas dans mon habitude de bavasser des autres, puis encore moins de perdre 10 minutes à chialer d'une pizzeria et à dire que moi aussi, parce que, tu sais, quand on a parlé de la mission,
Tu sais, moi aussi, j'ai dit, c'est bon, ça, tu sais, j'ai eu comme l'impression qu'on s'entendait sur le fait que les deux, on partait en mission, mais une mission de boycottage, une mission de dire à plus de monde possible à quel point que c'était une pizzeria avec un service exécrable, tu sais, mais ça n'avait aucun bon sens, en fait, tu sais. Et c'est qu'une semaine plus tard que j'ai réalisé que ben, le chandail que Jonathan portait, que j'ai donc trouvé beau, ben c'était probablement le chandail de la victime. Et, et mes soupçons sont probablement fondés puisqu'on en a parlé au procès, on m'a interrogé là, beaucoup sur ça. Et quand Jonathan est arrivé, je le trouvais donc propre, je trouvais qu'il sentait bon, je trouvais qu'il était beau. Mais c'est après ça que je me suis rendu compte que il venait probablement de tuer quelqu'un, puis il s'est lavé. Fait que c'est pour ça en fait qu'il était à ce point-là propre. Mais je l'avais jamais vu aussi propre, aussi beau, aussi. Il sentait tellement bon, il était. Puis ça m'a tellement bouleversée de penser que j'ai vraiment complimenté et j'ai vraiment été bien avec les minutes, la demi-heure qu'a duré notre conversation. J'ai été excessivement bien. Morphée, je m'excuse. J'ai été excessivement bien de partager ce moment-là avec quelqu'un qui me paraissait super bien, qui me paraissait enfin aller bien dans sa vie, enfin. Et. Morphée, arrête! Je m'excuse. Arrête! Donc, ah bon. Moi, je peux pas couper, je sais pas comment couper, donc je m'excuse tout le monde. Vous allez avoir entendu mon chien. Et c'est ça. Et ça m'a comme remis en question sur ma capacité de juger les gens. Tu sais, comment je peux dire à quelqu'un à quel point t'es beau, à quel point t'as de l'air bien, oh mon Dieu, puis à quel point que je peux me sentir assez à l'aise avec l'énergie qui dégage pour avoir envie de partager un moment puis une discussion avec lui en étant super bien, tu sais. Et juste avant qu'il arrive, Jonathan, j'avais une très, très petite boutique. Juste avant qu'il arrive, au moment qu'il est rentré, en fait, j'étais en train de compter de l'argent. Puis moi, je faisais pas beaucoup d'argent avec ma boutique, sauf la veille. Elle était tellement occupée que j'avais fait énormément d'argent. Et quand j'ai vu que c'était Jonathan qui arrivait, c'est pas quelqu'un que je connaissais, mais c'était quelqu'un avec qui dégageait quelque chose qui n'était pas menaçant pour moi, puis avec qui je me sentais très en sécurité. Mais j'ai pas mis l'argent dans la caisse parce que de toute façon, je me suis dit, ça fait encore plus de bruit quand tu mets de l'argent dans une caisse. J'ai tout simplement mis un livre dessus. Mais de toute façon, ma caisse, moi, était cachée. Cet espace-là était caché par un gros comptoir. Donc, il n'a pas vu mon geste. Mais je sais pas pourquoi, en fait, il a assassiné l'autre personne. Je sais pas si c'est pour la voler. Je sais pas. Je suis pas au courant des détails. Mais si c'était pour une question d'argent, il aurait pu m'assassiner aussi, là. Cette intimité-là, on l'a partagée dans ma boutique. On était seuls les deux. J'avais de l'argent. Et puis, même si lui ne savait pas que j'avais de l'argent, mais dans ma boutique d'antiquité, il y avait énormément de choses qui valaient cher, là. Donc, depuis ce temps-là, j'arrête pas de me dire que ça aurait peut-être pu être moi. Que j'ai peut-être été en danger sans le savoir. Et que ma grande naïveté aurait pu me placer en danger, premièrement. Puis deuxièmement, que je suis vraiment une personne naïve parce que moi, j'ai vraiment trouvé et j'ai vraiment dit à quelqu'un qu'il était rayonnant, qu'il était lumineux, qu'il était beau et qu'il avait l'air bien. Et il n'est probablement dans les heures d'avant de tuer quelqu'un. Alors, ça te remet en question sur ta capacité de juger les autres. Et ça me bouleverse vraiment beaucoup. Ça me bouleverse énormément là, de tout ça, de l'avoir complimenté à ce point-là, d'avoir été seule avec lui. Et ce qui me bouleverse énormément aussi, c'est que quand j'ai appris tout ça, j'ai eu énormément de peine pour la... Ouais, je m'excuse, c'est pour ça un peu que j'ai la misère à faire des vidéos parce qu'il y a toujours quelqu'un qui appelle, un chien qui jappe. Il y a tout le temps quelqu'un pour venir m'interrompre et c'est ça. Ça prend beaucoup de temps. Il faut que tu envoies des messages à tout le monde pour leur dire
écrivez-moi pas, appelez-moi pas. Là, ensuite, quand c'est pas ma batterie qui devient faible, que ça coupe la vidéo ou que ma mémoire de mon téléphone décide, elle, en plein milieu d'une vidéo, que ça fait une demi-heure que tu tournes, que bon, tu ne peux plus filmer. Donc, tout ça pour dire que j'ai eu énormément de peine pour la famille de la victime. Et pendant quelques minutes ou peut-être une journée, là, j'ai eu énormément de peine pour Jonathan. Et ça m'a rentré dedans d'avoir de la peine pour quelqu'un qui venait de tuer quelqu'un parce que vous connaissez mes positions, vous connaissez l'importance des victimes pour moi. Et j'ai eu de la peine. J'ai eu de la peine pour sa mère, puis j'ai eu de la peine pour lui, puis j'ai eu la réflexion de me dire, en tout cas, si tu pensais pouvoir prendre ta vie en main, là, c'est fini, mon homme. Là. Tu viens vraiment de mettre le clou final à ta liberté et à tes possibilités de t'en sortir. T'sais. Puis ça m'a énormément fait de la peine de penser qu'on peut avoir le diable en face de nous puis même pas s'en rendre compte. Là. Qu'on peut trouver le diable beau, qu'on peut trouver le diable lumineux, ça a aucun bon sens. C'est effrayant. Tu sais, j'aurais jamais pu me douter que cette personne-là venait de tuer quelqu'un. Là. Absolument, mais absolument pas. Là. Je l'avais jamais vu aussi bien que ça de toutes les fois que je l'avais vu. Je trouve que ça dit tout, là. Je trouve que ça fait peur, là. Ça me fait vraiment, vraiment peur, là. Alors, sur ce, je vous laisse. Puis je voulais aussi vous dire de ne pas oublier que derrière chaque vidéo que vous voyez, il y a une personne. Et quand vous écrivez des commentaires sur les réseaux sociaux ou que vous écrivez des commentaires sous les vidéos, quand c'est constructif, c'est super bien, mais il y a des gens qui sont extrêmement sensibles et qui... ben c'est sûr que si vous dites que vous n'avez pas aimé, vous avez le droit. Si vous dites des commentaires, là, vous avez le droit. Mais quand vous commencez à dire que la voix de telle personne vous énerve, que vous n'êtes pas capable d'écouter les vidéos de cette personne-là parce que maudit qu'elle est fatigante, mais cette personne-là, elle lit les commentaires. Puis cette personne-là, après ça, ben, elle peut peut-être s'empêcher de faire d'autres vidéos, elle peut peut-être s'empêcher de partager des choses ou même de s'améliorer parce que c'est pas évident non plus, hein, de recevoir un paquet d'insultes de gens que tu connais pas. Ça brasse. Ça brasse, là. Puis surtout, vous savez pas à quel moment à quel moment de sa vie que la personne a lu les commentaires. Des fois, là, ça peut être pendant qu'elle vit un deuil ou qu'elle fait une dépression ou quoi que ce soit, puis les commentaires méchants inutilement, ben ça fait juste en rajouter. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je voudrais envoyer mes pensées les plus sincères aux familles des 3 personnes mentionnées dans cette vidéo-là. Alors, à la prochaine, aux prochaines vidéos.